plus grand producteur russe de GNL, le gaz naturel liquéfié. Terminal situé près de Saint-Pétersbourg, plus précisément dans le port d'Oust-Louga, loin, très loin de la frontière avec l'Ukraine, vous le voyez. Et l'entreprise touchée, le géant Novatek, vient de confirmer que le sinistre a été causé par un facteur externe. Bonjour à vous, Jérôme Garraud, notre envoyé spécial en Russie. Est-ce qu'on en sait plus à cette heure, Jérôme, sur les causes de cet incendie spectaculaire, sur ce facteur externe, parce qu'on pense bien sûr tout de suite à des drones ukrainiens ? Oui, on a appris très tôt ce matin que cet incendie s'était déclaré dans un terminal de Novatek. Alors Novatek, c'est la plus grande entreprise russe de gaz liquéfié. Ça se passe, vous l'avez dit, sur les bords de la mer Baltique, dans la région de Leningrad. On est à peu près, pour situer, à 170 km environ à l'ouest de Saint-Pétersbourg. D'après les autorités locales, il n'y a pas eu de victimes et pour l'instant, le feu est circonscrit à un dépôt de carburant qui fait à peu près 100 mètres cubes. L'Ukraine, pour l'instant, n'est pas nommément désigné responsable de cette attaque, mais on sait que l'incendie a été causé par 2 explosions. Et d'après le média russe local de Saint-Pétersbourg, Fontanka, qui est un journal en général très bien informé, d'après ce média, 2 drones au moins ont été aperçus dans le ciel auparavant dans la région de Saint-Pétersbourg. Donc tout ça accrédite quand même fortement la thèse d'une attaque. Ouais. Côté ukrainien aussi, des sources anonymes affirment sur la télévision publique que l'incendie de ce terminal gazier est le résultat d'une attaque de drone menée par le SBU. On y reviendra. Jérôme, très clairement, les Ukrainiens là sont de plus en plus audacieux, parce que c'est la dernière attaque d'une série qui s'enfonce de plus profondément, notamment vers Saint-Pétersbourg. Oui, ça fait partie de cette guerre. Russes et Ukrainiens ciblent aussi les infrastructures industrielles, énergétiques de leurs adversaires, de leurs ennemis respectifs. Cette semaine, l'Ukraine a touché un dépôt de carburant près de Briansk. Il y a 2 jours, plus impressionnant, un drone ukrainien a été intercepté par la défense russe près de Saint-Pétersbourg et l'appareil s'est écrasé tout à côté d'un terminal pétrolier qui était probablement sa cible. Alors la Russie a déjà connu des attaques similaires, des attaques de drones, mais là ce qui est nouveau, c'est que ces cibles se trouvent à plus de 850 km de la frontière ukrainienne. C'est considérable, c'est vraiment très loin. Donc où l'Ukraine a trouvé un moyen d'augmenter la portée de ces appareils, de ces drones, ou bien elle dispose de relais à l'intérieur de la Russie. Pour l'instant, l'armée russe a déjà commencé à s'adapter en reculant, en déplaçant certaines bases aériennes pour essayer d'échapper à ces raids. Merci beaucoup Jérôme Garraud. Et selon Xavier Titelman, qu'on connaît bien, c'est effectivement l'Ukraine qui pourrait être derrière ces attaques parce qu'elle peut frapper de plus en plus loin. Regardez ce que vient de tweeter Xavier Titelman. Les Ukrainiens qui pourront bientôt frapper jusqu'à 1200 kilomètres, dit-il, à sa connaissance, lui qui se rend régulièrement en Ukraine. Général Delors, bonjour à vous. Vous êtes avec nous sur ce plateau aujourd'hui pour commenter cet événement parce que c'en est quand même un aujourd'hui pour les Ukrainiens. Bonjour à vous Marc Semo. Bonjour Guillaume Oda. Bonjour Arlette Chabot. On est également en ligne avec Alexandre Kateb. Bonjour à vous. Vous êtes économiste, fondateur du site Multipolarity Report, professeur d'économie et de finance internationale à Sciences Po Paris, maître de conférences à Sciences Po. On vient vers vous dans un instant. Bon, tout d'abord, Général, c'est quand même un petit exploit là que réussit Kiev en allant frapper, si c'est bien eux, jusqu'à Saint-Pétersbourg, ce terminal gazier. C'est vraisemblablement eux. On ne voit pas qui ça pourrait être d'autres. Oui. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est effectivement, c'est entre 800 et 1000 km. Ce qui est intéressant, c'est de rapprocher ces attaques des informations qu'on a pu avoir sur la mise au point de drones ukrainiens d'un nouveau type, adaptés d'une portée d'environ 1000 km, avec une charge explosive d'environ 70 kg. Donc ça correspond assez bien au rayon d'action de ces attaques-là en territoire russe. Et donc il est possible que les Ukrainiens disposent d'un certain nombre de drones ayant des capacités de frappe dans la profondeur et manifestement assez hermétiques aux contre-mesures électroniques, au moins là où elles sont déployées. Donc vraisemblablement quand même, les villes et les centres stratégiques importants bénéficient d'une certaine protection
antiaérienne, mais aussi en matière de guerre électronique. Donc, en tout cas, c'est beaucoup au but, quoi. Ouais. Impossible, bien sûr, de ne pas penser au sabotage des gazoducs Nord Stream avec cette attaque. Bonjour à vous, Alexandre Kateb. Avec qui les Ukrainiens ont-ils voulu faire du mal avec cette attaque? Qui achète aujourd'hui ce gaz naturel liquéfié qu'exporte ce géant Novatek qui a donc été touché cette nuit? Alors, si on regarde les chiffres de l'ensemble des exportations russes de gaz liquéfié, on peut dire aujourd'hui qu'à peu près la moitié de ces exportations va vers l'Asie, et notamment vers la Chine, mais aussi le Japon. Et l'autre moitié, ou un peu moins, va vers l'Europe, puisque contrairement aux exportations de gaz par gazoduc, les exportations de gaz liquéfié n'ont pas fait l'objet de véritables sanctions, en tout cas aussi extensives que celles qui ont été appliquées au gazoduc. Et donc l'Europe continue d'importer du gaz liquéfié depuis la Russie. Et je pense que c'était cet objectif-là qui était visé, c'est-à-dire à la fois de contrarier les projets russes d'exportation de gaz par liquéfaction vers l'Europe et de dissuader les pays européens qui continuent d'acheter du gaz russe liquéfié de le faire et de se tourner vers d'autres fournisseurs qui sont aujourd'hui dominants comme les États-Unis ou le Qatar. Ce que révèlent aussi donc les Ukrainiens avec cette attaque, c'est que derrière les grands discours, l'Europe achète toujours le gaz russe sous sa forme liquéfiée. Marc Semo, c'est ça aussi qui est révélé par cette attaque, même si c'est pas une donnée cachée. C'est toutes les ambiguïtés, les ambivalences et les insuffisances du régime de sanctions qui frappe la Russie. On le voit dire aussi pour le pétrole. Alors effectivement, on n'achète plus de pétrole directement, mais l'Inde achète du pétrole et la Russie qu'elle raffine et qu'elle revend en Europe. Donc on est dans cette ambiguïté permanente des sanctions. Alors c'est vrai que les sanctions ont un effet limité, comme toutes les sanctions qui en général ne profitent qu'à ceux qui les contournent. Mais voilà, il y a cette réalité de ces ambivalences. Il y a un certain nombre de pays, alors notamment des pays comme la Bulgarie, je crois longtemps l'Italie, maintenant je ne sais plus où ils en sont, qui dépendaient du gaz russe et qui ont basculé vers le gaz liquéfié. Alors ce qui est aussi très symbolique d'ailleurs dans cette frappe, c'est que c'était de là aussi que démarrait le Nord Stream 2, qui a été saboté et qui nageait par les Ukrainiens, même s'ils ne l'ont jamais reconnu officiellement, des enquêtes par journalistiques. Les Ukrainiens en haute mer, dans la Baltique, au large du Danemark. Voilà, c'est là que ça démarrait. Bon, voilà. Donc on voit qu'on est rentré dans une autre dimension. Et juste un dernier point, ce qui est quand même très significatif, c'est que dans cette frappe, comme dans les autres qu'ils ont fait en profondeur dans le territoire russe, les Ukrainiens, parce qu'effectivement ce sont vraisemblablement eux, se sont bien gardés d'utiliser des armes qui ne soient pas fabriquées par eux. C'est-à-dire, on respecte le deal vis-à-vis des Occidentaux, on veut des armes qui permettent de tirer plus loin, des missiles, etc. etc. On adresse quand même un fort message. On ne sait pas si les exportations... Mais on ne les utilisera pas, ces armes occidentales, comme l'exigent les Occidentaux, pour frapper en profondeur le territoire russe. Après, on ne sait pas si les exportations de GNL vont pouvoir continuer via ce terminal-là. On ignore encore l'étendue des dégâts. Enfin, ça peut être extrêmement gênant aujourd'hui pour les pays qui dépendent toujours de ce gaz. Alexandre Kateb, d'ailleurs, est-ce que la France en achète? En 2018, Total Energy, d'ailleurs, détenait environ 20% du capital de cette société russe, Novatek. Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce que nous, Français, nous achetons toujours ce GNL russe? Alors, à ma connaissance, ce n'est plus le cas, mais il faudrait confirmer ça, parce qu'il y a eu une série de désinvestissements, notamment opérés par Total sur ses actifs détenus en Russie, et il me semble que effectivement Total n'importe plus de GNL, notamment via ce terminal, mais c'est une information qu'il faut évidemment vérifier. De manière générale, ce qu'il faut voir, c'est que la Russie était un acteur quasiment inexistant dans le GNL il y a quelques années. Et il y a eu une véritable volonté de développer cette stratégie, notamment après la première crise ukrainienne en 2014, pour réduire la dépendance russe vis-à-vis des exportations de gaz par gazoduc vers l'Europe, puisque avec le GNL, on peut exporter dans le monde entier. Et le deuxième point qui est important, c'est que la stratégie consiste à développer plutôt les exportations dans l'extrême-orient russe, c'est-à-dire dans la région de Vladivostok
Vladivostok et dans la presqu'île de Sakhaline notamment, donc avec le projet Sakhaline 2 qui associe le Japon et d'autres pays de la région et qui constitue pour la Russie, avec les exportations via l'Arctique, disons les deux priorités stratégiques dans ce marché. Les exportations par la mer du Nord vers l'Europe, c'est quelque chose qui sera de plus en plus résiduel dans les années à venir. Mais qui est tout de même monté en puissance depuis 2021. Hein. Ces exportations de GNL russes, elles ont bondi de 40% entre 2021 et 2023. Le message que nous adressent les Ukrainiens là, si c'est bien eux, c'est vous êtes toujours dépendant du gaz russe et on va faire en sorte de faire cesser cette dépendance qui nourrit aussi l'effort de guerre. Alors ça, c'est un fait. Je dirais autre chose. Je dirais que c'est aussi la manifestation d'un savoir-faire technologique développé de la part des Ukrainiens. Je veux dire que frapper à 1000-1200 km, ça implique, avec une charge explosive sur un drone, d'immenses capacités de ciblage. Ça, c'est le premier point. C'est vrai. De guidage, il faut pouvoir guider ce petit appareil, et puis à un moment donné de brouillage, vous y faisiez référence mon général. Donc ça, et d'ailleurs il y a quelques jours un haut gradé de l'armée ukrainienne s'en était félicité au cours d'une conférence de presse en disant on a développé ce type de drone, on est capable de frapper en profondeur des cibles à très haute valeur stratégique. Faut bien imaginer où ça se trouve, Ust-Luga. C'est un peu au-dessus de l'Estonie, à peu près à 150-160 km de Saint-Pétersbourg. Ça ouvre sur la mer Baltique. Et en réalité, c'est aussi un débouché vers Kaliningrad, qui est l'enclave russe, qui est approvisionnée en gaz, en charbon et en pétrole. Et depuis à peu près 20-25 années, les Russes ont développé véritablement une infrastructure critique et stratégique ici, là, de ce côté-là, on le voit sur la carte, pour justement se dégager de la dépendance du grand port de Saint-Pétersbourg et développer toute une série de ports comme le port de Ust-Luga, qui offrent des débouchés en termes, encore une fois, de charbon, de pétrole et de gaz à hauteur de 20-25 millions de mètres cubes par an. Enfin, quand même, donc là, ce qu'on entend là, pardonnez-moi, mais ce qu'on entend là quand même, c'est que 2 ans après le début de la guerre, parce qu'on va fêter cet anniversaire bientôt, enfin fêter, c'est un bien grand mot, on va commémorer le début de cette guerre, on est toujours aujourd'hui dépendant du gaz russe sous sa forme liquéfiée. C'est ça aussi. Il y a ce message qui est adressé, mais il y a également un message qui est adressé à Moscou. On est capable de frapper vos infrastructures les plus stratégiques et maintenant à 1000-1200 km. C'est très important.